intervenir. Oui. Le général Guendéré et le RSP n'ont pas d'eux-mêmes des armées jusqu'à la dernière minute, malgré toutes les condamnations de l'Union africaine, de la CEDEAO et de tout ce qui s'ensuit. Ils ont fui parce qu'on a assailli le camp, on a tiré sur le camp, les autres fractions de l'armée coalisées autour du peuple. La pression a été suffisante pour qu'ils se dispersent jusqu'à la dernière minute. Donc on ne peut pas dire que c'est comme un renoncement finalement volontaire. Non, il n'y a pas eu ce renoncement volontaire. Oui, moi je voudrais dire, oui, d'abord, moi là où je ne suis pas d'accord, c'est Thomas Sankara lui-même qui a dit qu'un militaire sans formation était criminel en puissance. Et c'est faux. Non, et c'est faux. Ça c'est votre avis, grand frère. Sans formation politique est un criminel. Oui, ça c'est vous qui le dites, grand frère. C'est moi qui suis en train de parler. D'accord. Moi je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas militaire, mais je peux comprendre. Et je dis qu'un imbécile sans flingue est déjà dangereux. Un imbécile avec un flingue, maintenant ça devient quoi? Donc, c'est dans ce sens que moi je comprends que quelque part, quelqu'un qui n'a aucune discipline, qui est capable de se transformer finalement en mercenaire et tirer sur tout ce qui bouge, pour moi, il est 3 fois plus dangereux. Dans le sens, il est plus dangereux pour les populations. Je ne dis pas tactiquement pour la défense du territoire. Ils ne l'ont jamais prouvé. Ils n'ont d'ailleurs jamais réellement, c'est pas eux qui allaient réellement sur ces fronts-là. Mais, dans tous les cas, si c'est pour criminaliser la population, les assassiner, là, ça, ils étaient forts dans ça. Il ne faut pas qu'on minimise l'effort du peuple. Moi, je suis contre qu'on désacralise la résistance de ce peuple burkinabé-là. C'est faux. C'est vrai. Laissez-moi terminer. Je suis d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a un hommage à rendre à ces jeunes officiers là, au sein de l'armée nationale qui ont su à un moment donné prendre leurs responsabilités. Mais ils n'auraient jamais pris leurs responsabilités s'il n'y avait pas cet accompagnement et cette résistance populaire-là. C'est ce qui les a motivés. Et nous avons eu des témoignages directs d'officiers qui nous ont appelés. Moi, il y a un jeune officier qui m'a appelé au téléphone, il pleurait. Ils pleuraient parce qu'ils disent qu'ils ont envie d'en finir, d'en découdre avec les gars du respect, mais la hiérarchie s'y oppose. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il y avait des jeunes qui étaient là, qui voulaient réagir, qui ne pouvaient pas. Mais je crois que c'est cette résistance, dans la durée, dans le sacrifice et dans la maintenance de ce peuple-là a été formidable, qui a fait que l'armée, la bonne armée, s'est décidée de se mettre du bon côté de l'histoire. Et il ne faut pas qu'on piétine ça là. Je suis désolé, on y est tous passés, on y était là-bas, on a risqué aussi tous nos vies. Et ce peuple burkinabé là, il a mérité qu'on le mette sur un piédestal. C'est compris, c'est compris. Monsieur le ministre, on va avancer parce qu'il nous reste au moins 2 thématiques. La capacité de nuisance du RSP là, contrairement à ce que dit l'ancien, je pense que les points de vue ont été compris sur cette question. Il faut qu'on avance. On a 2 thématiques à aborder avant la fin de cette émission. Même au sein de l'armée. Il nous reste à peu près un quart d'heure. On va aller très rapidement sur l'échec du coup d'État du général Guendéré. Est-ce que vous pensez que ça marque l'ancrage définitif donc, de notre armée, donc en tant qu'armée républicaine, avec une subordination du militaire au politique? Est-ce que vous pensez en somme qu'un coup d'État est encore possible au Burkina Faso? Alors moi je pense que le combat pour la démocratie est un combat permanent. Vous dormez, on va vous réveiller et vous allez vous réveiller mal. Donc, parce que ce coup d'État est le 8e de l'histoire de notre pays. Bon, je mets en parenthèse... C'est le seul aussi qui n'a pas pu prospérer par la résistance populaire. Pas tout à fait, parce que le CSP2 a été mis en échec également par une mobilisation populaire qui a finalement conduit à l'avènement de la révolution. Bon, je mets en parenthèse la révolution qu'on peut caractériser comme étant une situation vraiment à part. Mais ça fait quand même le 8e coup d'État militaire. Donc, j'espère bien qu'on en a fini et que la démocratie est sur les rails définitivement, mais je préfère que la vigilance soit de mise, qu'elle soit de rigueur au sein de la société et qu'à tous les instants, le combat pour la démocratie soit un combat qui soit un réflexe de chacun et de tous. Bien sûr, il faut aussi travailler, il faut tirer le son un peu de tout ça et travailler à éteindre tous les terreaux qui font le lit de ces coups d'État, notamment
sur la question de la gouvernance, sur la question de la solution, de la réponse qu'on apporte aux préoccupations de la société, sur les questions aussi de la réforme de l'armée, parce que vous en parliez. Effectivement, il faut arriver à ce que, sur le sillon tracé par la loi sur l'armée, la loi qui a été prise par le CNT, il faut arriver à ce qu'elle soit une armée véritablement républicaine et qu'on se passe définitivement de ces gardes prétoriennes ou police politique, etc., soit elle déborde de leur mission finalement pour devenir un pouvoir avec des intérêts propres qu'elle défend contre les intérêts du peuple, soit finalement elle est attaquée par les autres fractions de l'armée, donc vous n'avez jamais de stabilité avec. Voilà des leçons aussi qu'il faut tirer pour pouvoir éviter à l'avenir ces situations. D'accord, merci. Alors professeur, on va dire ce principe républicain de subordination du militaire aux politiques en démocratie, est-ce que le Burkina est sur le chemin? Je dirais que je ne mettrai pas ma main au feu pour ça, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas de réorganisation de l'armée. Elle reste en l'état. Il y a une loi qui a été votée, elle n'est même pas appliquée. Il n'y a même pas une situation dans laquelle on va faire en sorte pour que notre armée devienne une armée républicaine. Tout cela parce qu'il y a toujours cette politisation de l'armée qui existe. Que l'on veuille ou non, on ne peut pas peut-être avoir des certitudes pour le dire comme ça, mais tous les partis politiques ont leurs antennes dans l'armée. Et ça pose un problème qui est le problème de la dépolitisation générale de l'administration. C'est-à-dire, tant que nous allons politiser notre administration, nous ne pourrons pas dépolitiser l'armée. Et ça, tant qu'on ne va pas dépolitiser l'armée, nous allons aller vers des situations de frustration qui ne vont pas suivre la déontologie de l'armée et qui vont conduire à des situations où des personnes vont se dire qu'ils vont pouvoir faire un coup d'État. Est-ce que l'exemple de la résistance populaire n'est pas assez dissuasif à votre avis? Non, mais vous avez bien vu, par exemple, la résistance populaire, elle est venue au bout de combien d'années? C'est-à-dire c'est une maturation qui est venue pour aller vers une explosion. Mais est-ce que vous pensez que dans cette situation, il est possible qu'on ait chaque année une insurrection au Burkina? Oui, mais la maturation, elle n'est pas définitive. Non, la maturation, elle vient du fait que les gens peuvent refuser un pouvoir qui ne vient pas des élections. Mais elle vient aussi du fait que les hommes attendent la satisfaction de leurs aspirations. Tant que la démocratie sociale ne sera pas véritable au Burkina Faso, on ne pourra pas dire qu'on est à l'abri d'un coup d'État. Et d'ailleurs même, en termes de dialectique, on ne peut jamais dire jamais, puisque on ne sait pas, les situations peuvent conduire à ce qu'on ait une situation de ce genre. Mais j'ai dit, il ne faut pas simplement voir l'armée et parler de la dépolitisation de l'armée et de la réorganisation de l'armée. Il faut dépolitiser l'administration. Quand nous aurons une administration républicaine, nous aurons une armée républicaine. Colonel, l'UPC a ses militaires? Si nous avons nos militaires, juste une question. Je ne pense pas. Moi, je suis le responsable des questions de défense et de sécurité au sein du parti. Je peux vous l'affirmer, mais moi j'ai d'anciens camarades qui sont là-dedans. J'ai mes élèves qui sont là-dedans. On parle de Diendéré, tous les autres. Mais ce n'est pas ça la question. Votre question c'était, est-ce qu'un coup d'État est possible encore? Oui. Oui, un coup d'État est possible. Pourquoi? Il faut se référer à l'histoire. J'ai commencé par une référence historique. En France, en 1961, la France est un pays démocratique à l'époque. Il y a eu une tentative de coup d'État qui a échoué, qui a été matée. Donc, récemment en Turquie, c'est une république, c'est une démocratie. Il y a eu une tentative de coup d'État. Donc, comme le ministre l'a dit, il faut que nous ayons
nous évitons d'avoir le terreau qui permette le mécontentement de l'armée et de créer les conditions favorables pour qu'il y ait un coup d'État. Alors, la réforme de l'armée. Le professeur le dit, c'est très vrai, il faut dépolitiser l'administration publique, il faut dépolitiser l'armée. Mais il faut la réorganisation, c'est-à-dire une structuration opérationnelle de l'armée qui corresponde à la réalité. Et malheureusement, c'était le CNT quand même, qui a confié une étude de restructuration à l'armée. L'armée ne peut pas se restructurer. Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Personne ne veut m'entendre. Mais c'est bien ça. Tant que nous n'allons pas mettre en place les conditions pour établir un livre blanc sur la question de défense et de sécurité, autour de laquelle rédaction on doit trouver des militaires en activité, des militaires à la retraite, des responsables de la société civile, des membres du Parlement, l'Assemblée nationale doit jouer son rôle, des groupes d'intérêt, eh bien, l'armée ne se reformera pas. Voilà. Smoky, vous pensez que oui, bon, c'est possible que vous vous retrouvez encore en train de battre le pavé, en train de faire la résistance avec des barricades dans la ville? C'est malheureusement possible. C'est malheureusement possible, bien sûr, puisque au regard déjà même du respect des règles et des principes d'un État démocratique, puisque je crois que c'est tout cela aussi qui permet, qui fait le lit aussi de possibles révoltes au sein de l'armée, c'est parce que aussi quelque part, on ne gouverne pas par l'exemple. Il faut qu'il y ait une gouvernance qui parte du haut vers le bas, par l'exemple du haut vers le bas. À partir de ce moment-là, ça évite de créer le lit des frustrations, conditions sine qua non, prétexte en tout cas, intéressant pour que des militaires puissent effectivement récupérer le pouvoir. C'est vrai que, oui, putsch, c'est beaucoup. Ça fait quasi plus d'un putsch, virgule, je ne sais pas combien, tous les 10 ans. Voilà, on ne va pas attendre que le prochain arrive dans quelques années, on n'espère pas. On espère avoir un point final à cela. Et je suis d'accord avec mes deux aînés, là pour une fois on est d'accord, qu'il faut effectivement travailler à ne pas créer le lit de ce futur putsch-là, en prenant des garanties. Voilà. Et je crois que c'est le travail de ce gouvernement. C'est une question de volonté politique. Ça peut se faire. Les militaires eux-mêmes, y compris ceux-là qui même peut-être même des ex-mercenaires, sont volontaires pour que cette réorganisation-là ait lieu. Je crois que les gens ont compris que finalement, ce n'est de l'intérêt de personne qu'un coup d'État arrive dans un État dit démocratique. Parce que, voilà, il y a une contradiction. Bachir, vous pensez qu'un projet funeste de cette nature peut prospérer encore au Burkina? Peut-être on peut le tenter, mais est-ce qu'on peut véritablement le réussir? Moi, je ne pense pas que ça peut prospérer. Parce que ce dont je suis certain, c'est que la maturité politique des jeunes que moi j'ai vus, pour avoir été acteur, la maturité politique de ces jeunes-là, moi je sais que même si un fou se lève un jour et puis il fait quelque chose, en tout cas, les garants du temple sont toujours là. Et ça, c'est ce dont je suis certain. Et là, je suis fier de la jeunesse du Burkina. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, moi, je sais que quelque chose qui va se passer, ils sont à un niveau de compréhension qui permettra à ce qu'ils puissent rétablir l'ordre. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont fait un coup d'État, mais il faut sévir de telle sorte que ça puisse être un exemple pour les autres. Tu sais que si tu fais un coup d'État, de toute façon, ça ne va pas prospérer. Et voilà les résultats que tu as fait. Il y a des généraux qui ont fait un coup d'État, il faut retirer leurs étoiles, la jeter. Ça, c'est clair. On ne peut pas les laisser. Donc, il faut d'abord que justice soit rendue à nos martyrs. On va terminer sur la question de la voilà, justice. Donc, et je terminerai pour dire qu'il faut aussi qu'on s'organise de telle sorte que, comme l'a dit un président de la sous-région, que même si le diable se retrouve un jour à la tête de l'État, il ne puisse rien faire. C'est ça aussi qui va permettre à ce que les militaires aussi soient au dehors de tout ça. Donc, il y a un travail que nous devons faire ensemble. Et là, je pense que nous tous, nous devons donner la main. Que ce soit les politiques, la société civile, les militaires, tout le monde. On doit quand même se donner la main pour permettre à ce que nous puissions assainir une bonne fois pour tout, pour permettre à ce que nous puissions avoir des dispositions qui garantissent tout ça. Mais ce dont je suis certain,
c'est que nous avons atteint un niveau où on ne peut plus retourner en arrière. Ça, je suis quand même sûr de ça. Alors, Siaka, cette armée républicaine, c'est une arlésienne depuis le temps qu'on en parle. Est-ce qu'elle finira par devenir réalité? Oui, c'est une chimère. C'est-à-dire que c'est quelque chose à laquelle on rêve tous. Ceux qui veulent voir une armée qui s'abstienne d'intervenir dans la vie politique sont encore en attente de voir les premiers signes de cette situation. Et comme le colonel vient de le dépeindre, aussi que le professeur, on n'a pas encore vu les actes clés permettant d'aller vers une situation où l'armée se sente vraiment dans son rôle dans une république, en particulier en ne lorgnant pas du côté du pouvoir politique. Alors, tant qu'on n'aura pas mis en place ces balises, en dépolitisant l'administration et l'armée, en réformant l'armée elle-même, pour la faire tourner vers des missions spécifiquement militaires et de sécurité. Mais il y a d'autres paramètres humains qu'on ne voit pas souvent. Pourquoi l'armée a tant intervenu dans la vie politique au Burkina? 8 fois en 50 années, 55 ans. Parce que, moi, c'est mon intime conviction, on ne présente pas une force suffisante au-delà de l'armée. Et la plupart du temps, l'armée se retrouve comme la seule en mesure. Et le cas le plus récent, c'est celui du 30 octobre 2014, où ceux qui ont fait une révolution ont pensé qu'ils n'étaient pas en mesure de diriger eux-mêmes et qu'il faut appeler les militaires pour venir gérer la situation. Donc, au niveau des civils, des politiques, des démocrates, la maturité mentale qui est nécessaire pour diriger une armée, lui donner des ordres républicains institutionnellement, apparemment nous ne l'avons pas encore. Donc, ce sont autant de chantiers, j'évoque ces choses-là comme des chantiers. La dépolitisation de l'armée, la réforme de l'armée pour la faire tourner vers des missions spécifiques, mais aussi la construction d'un terreau républicain démocrate qui fasse l'alternance avec l'éventualité d'une armée, de l'armée au pouvoir. Alors, on n'aurait pas placé ça, je pense que il nous reste à peu près 7-8 minutes pour aborder donc le dernier thème. Le général Gilbert Diendéré et 84 autres personnes sont actuellement poursuivis dans ce dossier de putsch avec divers chefs d'inculpation, attentats, crimes contre l'humanité par meurtre, enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs, recel et révolte, détention et port illégaux d'armes, actes de terrorisme, etc. Les victimes du coup d'État, eux, attendent toujours que la justice leur soit rendue. On dit que la justice est une grande horloge, que son mécanisme retarde parfois, mais que son heure finit toujours par sonner. Smoké, est-ce que c'est votre conviction dans le cas précis de ce dossier-là? Non, ce n'est pas la mienne au regard des faits. Je n'ai pas l'impression qu'elle finira par sonner. Elle ne sonne d'ailleurs pas. Je précise, chacun a une minute. On n'a pas la prémisse d'une quelconque sonnerie, bien au contraire, on a l'impression d'un rétro-pédalage. Donc je crois que c'est important, c'est nous qui devons sonner. C'est à nous de sonner pour que la justice se rappelle qu'elle doit sonner, sinon elle ne sonnera pas. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de dossiers qui sont en retard. Il y a aussi une gestion opaque et floue de toutes les questions de justice. C'est-à-dire que le peuple n'est même pas au courant réellement. Le commissaire du gouvernement, le procureur du FASO sont suffisamment présents dans les médias avec des conférences de presse pour faire régulièrement le point des dossiers. Non, ce ne sont pas des choses qui atteignent. Le peuple ne veut pas entendre l'enquête avance. Le peuple veut des faits. Au contraire, il y a des gens qui sont libérés. Il y a des gens supposés coupables qui finissent par être libérés. Il y a des mandats qui sont émis, qui sont récupérés, etc. On a plutôt l'impression qu'on joue au chat et à la souris. Donc moi je dis qu'effectivement, cette volonté-là, peut-être, du gouvernement, elle est peut-être sincère, de faire en sorte qu'il y ait une véritable justice, mais pour l'instant, l'équilibre là n'est pas respecté. Nous sommes un pays révolutionnaire. Il ne faut pas oublier que c'est une tradition, le Burkina Faso est révolutionnaire. Nous avons été les premiers d'ailleurs à avoir une télé en Afrique, première télé d'Afrique, première radio FM d'Afrique, même ce que nous venons de faire là, c'est une première même. Ce n'est pas en Afrique, c'est sur le continent. Mais si nous prenons garde, on ne va pas rester, on va en faire comme toujours. On est premier, mais on finit dernier. Parce qu'on manque finalement de suite dans les idées pour insister sur certains aspects fondamentaux et notamment ces questions de justice-là. Elles doivent véritablement être abordées parce que ça ne date pas de maintenant. Il faut le dire, ça ne date même pas de 27 ans, bien avant.
Depuis le CMRPN jusqu'à aujourd'hui, aucun dossier n'a été jugé jusqu'à présent clairement. C'est compris. Ouais. Donc, mon colonel? Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste en droit, mais je constate quand même, en tant que novice, comme il le fait, qu'il y a beaucoup de dossiers qui me paraissaient très urgents, qui n'ont pas été encore traités. Ça m'a même donné l'impression que les juges sont incompétents. Ils ont inculpé 85 personnes dans les dossiers de Pourche. C'est une Le comité du gouvernement annonce le jugement peut-être pour fin décembre. Il y a d'autres personnes qui ont été inculpées. Il y a eu de la cacophonie, c'est-à-dire de temps à autre, on vous dit des mandats sont retirés. Bon, alors ceux qui les ont émis, ils ne savaient pas les émettre? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour moi, ça me donne l'impression que les gens sont incompétents. Or, dans la réalité, peut-être ils ne le sont pas, puisqu'ils font les mêmes études que n'importe quel juriste du monde entier. Alors, peut-être qu'il faut trouver la raison ailleurs. Mais cette raison, je ne sais pas, mais humainement parlant, d'un point de vue social, les victimes devaient être déjà indemnisées. Ou tout le moins, la justice devait être rendue, c'est-à-dire les coupables devaient être sanctionnés sévèrement. Il a dit, mon collègue député, des gens ont des étoiles, ils dorment en prison avec. Mais qu'est-ce qui avait empêché nos autorités d'enlever ces étoiles dès l'aveu? C'est ça, le général est passé à l'aveu. C'est la nuit à la belle étoile. En fait, c'est ça. D'accord, c'est compris, on est pris par le temps, on va permettre aux autres également de donner leur point de vue. Bachir? Oui, moi je voudrais d'abord souligner qu'on a la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, on a la justice qui est indépendante et le président n'est plus le patron de la justice. On a salué ça en son temps parce que tout le monde aspire à ce que la justice puisse être indépendante. Mais ce que nous remarquons, c'est que nous avons un coup d'État où c'est lui-même qui a fait le coup d'État. Nous avons des enregistrements où il dit à son fils qu'il aura un papa prisonnier, où il reconnaît que la plus grande erreur, c'est d'avoir fait le coup d'État. Mais le gars même, il reconnaît. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui prend un an pour boucler ce dossier-là, qui est aussi clair comme l'eau de roche, un coup d'État qu'on qualifie de coup d'État le plus bête au monde, et on ne peut pas boucler l'enquête en l'espace d'une année. Donc, moi je dis, d'abord il y a la séparation des pouvoirs, ça c'est clair, et il faut savoir où sont les responsabilités, mais je trouve qu'il faut quand même que rapidement nous puissions aller vers des résultats probants, et que les résultats de l'enquête là nous puissions les boucler. Si nous ne pouvons pas boucler l'enquête pour tous les 84 ou machin, que les grandes têtes là au moins, on puisse les amener et puis on va les juger en attendant de pouvoir donc régler tout pour que quand même nous puissions enfin faire le deuil. Mais j'ai confiance que là où on est aujourd'hui, avec la séparation des pouvoirs, nous allons atteindre en tout cas des résultats. D'accord. Siaka Koulibaly. Oui, sur l'aspect judiciaire, sur l'aspect de la justice, il faut convenir avec les uns et les autres que c'est un dossier qui ne paraît pas très clair pour non seulement ceux qui ne sont pas spécialistes du droit, mais même pour ceux qui ont quelques rudiments. C'est assez... parce qu'il y a plusieurs affaires qui se sont imbriquées. Hein. Si vous prenez le cas du général Diendéré, il y a le coup d'État, mais il y a aussi d'autres charges qui pèsent contre lui, l'affaire Sankara, ainsi de suite. Mais pour le cas du coup d'État, par exemple, on n'a aucune justification que le procès n'ait pas encore eu lieu. Contrairement à ceux qui demandent d'enlever les étoiles, moi, je pense qu'il faut plutôt faire le procès avant toute sanction. Pourquoi on ne peut pas faire le procès? Parce que l'affaire, d'un point de vue juridique, relève du flagrant délit. On a pris les gens, ils sont passés aux aveux. En principe, nous n'avons pas de raison de ne pas avoir encore organisé. Bon, on ne peut pas non plus faire une justice expéditive, puisqu'il y a un certain nombre de procédures. Quand on parle du flagrant délit, il y a une procédure pour ça.
chez les juristes. Chez Dans les le juges, cas je veux particulier, dire. par exemple, des écoutes, il y a un pourvoi en cassation. Oui, les écoutes, c'est à vous que ça fait problème. Moi, ça ne fait pas un problème. Si on arrive devant le juge, il prend les écoutes, ils sont authentiques ou ils ne sont pas authentiques, et il décide. Mais ce n'est pas en attendant que les écoutes vont devenir authentiques ou non authentiques. Vous voyez? Donc moi, je crois qu'il faut donner une fin heureuse, en griffe, si on peut encore parler de fin heureuse, puisqu'il y a des morts, il y a des gens qui attendent la solution de l'affaire. Il faut au moins sur ces dossiers, et la dernière sortie des deux responsables de la justice n'est pas pour ramener la sérénité, moi à mon avis. D'accord. Parce que on avait dit que le dernier trimestre, on aurait le procès. Maintenant, on parle de janvier 2017. Mais surtout, on dit qu'on a du mal à boucler parce qu'il y a des attentes de certaines autorités qui devraient donner certaines informations. Ça, c'est la meilleure façon de rendre le dossier encore plus flou. Parce que quand est-ce que ces autorités vont donner les informations? De quelles autorités s'agit-il? Et surtout, on relance la balle dans le camp d'une autorité qui est supposée ne plus être intéressée à l'aspect judiciaire aujourd'hui, puisqu'on a une séparation des pouvoirs. Donc, d'accord, c'est compris. Monsieur le ministre, aujourd'hui, il y a eu cette commémoration avec, on va dire, ces couacs au cimetière auquel on a assisté, avec les parents des victimes qui apparemment n'étaient pas sur la même longueur d'onde que le gouvernement par rapport à la célébration. C'est la question de la justice qui est aujourd'hui posée. Non, ce qui s'est passé au cimetière municipal de Gounguen n'a rien à voir avec ce que vous dites. C'est vrai, j'ai lu ce que les internautes ont écrit, mais ce n'est pas comme ça. Les parents des victimes estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment impliqués dans l'organisation de la manifestation, qu'on les a laissés sous un arbre, alors que quand même, on devait leur trouver une place assise, etc. C'est ça le motif. Il n'y a aucune autre raison. Voilà, j'ai lu des choses qui ne sont pas vraies. Et d'ailleurs, je vais rencontrer le Premier ministre, cette rencontre aura bel et bien lieu. Voilà. Alors, maintenant, pour revenir à la question de la justice, s'il y a quelqu'un qui est vraiment précis, qui veut que la justice soit rendue, enfin, c'est le gouvernement. Ben, puisque tous les jours, on accuse le gouvernement de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, alors que le gouvernement n'y est pour rien. Non, c'est faux. Parce que le gouvernement n'y est pour rien. Vous ne pouvez pas trouver un seul juge au palais ou à la justice militaire pour dire que c'est le gouvernement qui lui a dit de freiner tel dossier ou tel dossier. Il y a eu le quoi concernant la question de Guillaume Soro. Bon, ça c'est une question parce qu'elle avait des répercussions internationales délicates. Ça, je ne peux pas rentrer dedans. Vous avez suivi toute la polémique autour de ça. Mais sinon, c'est nous qui sommes les premiers intéressés à ce que tous ces gens qui tirent encore des ficelles dans l'ombre, qui tissent encore des complots contre le gouvernement, ben, qu'ils payent et que nous ayons enfin la paix. Voilà. Mais je voudrais quand même dire qu'il est important de tirer le son de notre histoire. Contrairement à ce que Smoke dit, tout ce qui se passe là, ce n'est pas la première fois. Parce que dans l'histoire du Burkina, on a connu la révolution. La révolution de Thomas Sankara est une révolution qui a été poussée très loin et qui a jugé aussi des gens, des régimes, des anciens dignitaires. C'est pas la même chose. C'est la même chose parce que dans le processus de mise en œuvre de la justice, le problème est que si vous faites dans l'expédition, parce que c'est vrai, il y a une volonté populaire que la justice soit rendue rapidement et tout, vous courez le risque de réviser des procès. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les procès des TPR ont été révisés et ceux qui étaient déclarés fautifs, on a été obligé de payer. D'accord. Donc, il faut donner le temps à la justice voilà. de faire Donc, son je vais travail. dire, quand même, c'est arrivé dans l'histoire. Oui. Tirons aussi le son de ça pour ne pas ramer indéfiniment, tourner en rond. Votre Ça point aussi, de c'est vue important. est entendu, Mais monsieur le ministre, vous avez parlé Non, de choses Smoky, délicates. on est en train C'est de délicat, là, terminer. on n'est pas d'accord. On est en train Justice, de là, terminer. ça n'a rien à voir avec délicat. Professeur, Justice, oui, c'est justice. sur la question de la justice, oui. Je dirais que ce que nous devons constater, c'est qu'il y a eu des erreurs de management et le système judiciaire a été piraté par des comportements qui, aux yeux de l'opinion, amènent les gens à considérer que, véritablement, on veut, en fait, noyer le poisson. Quand vous avez des problèmes de communication,
qui est que des gens sont mis en liberté provisoire et qu'il n'y a pas une communication pour expliquer pourquoi ces gens sont en liberté provisoire mais qu'ils ne sont pas libérés et que sur les antennes et autres on dit un tel a été libéré, etc. Mais l'opinion a l'impression que véritablement il y a des alliances qui se renouent parce qu'ils se disent ceux-là qui gouvernent aujourd'hui étaient avec eux hier. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui essaient de... Ça, c'est l'opinion. Vous savez quand même que le push était dirigé contre nous particulièrement. On ne peut pas oublier ça. Non, soyez pas c'est du mouta-mouta. Non, là, le débat est terminé. Je pense que le procès va tirer sa conclusion sur... Ces dirigeants du MPP étaient quand même parmi les plus ciblés. Ah bon? C'était vous et nous. C'est le point de vue de l'opinion. Ensuite, vous avez un système sur un dossier dans lequel des juges sont changés. On leur retire les dossiers, etc. Sur des dossiers aussi sensibles, sans véritablement d'explication. Ben, ça veut dire que, et ça coïncide avec le moment où on abandonne les charges de, comment dire, du mandat d'arrêt, etc. Donc ça donne encore l'impression à l'opinion que véritablement on est en train d'installer des juges aux ordres. Donc il y a ce management-là qu'il faut véritablement repenser. Ensuite, comme l'a dit Siaka, il y a des situations de flagrance. Même les députés, les honorables députés, s'ils sont pris en flagrant délit, leur immunité ne joue pas. Donc ça veut dire qu'on aurait pu accélérer sur le putsch parce qu'il y a des situations de flagrant délit, il y a des aveux publics qui ont été faits et en ce moment, ben, on aurait pu juger. Mais on s'est focalisé sur les écoutes pour des acteurs collatéraux du coup d'État, alors que ceux-là même qui sont les acteurs principaux, ben, pour l'instant, ben, ils attendent, parce qu'ils savent que ils sont cabris morts. En fait, la justice, ça sera en fait une procédure pour déterminer le quantum de la peine, mais sinon, ils savent bien qu'ils seront condamnés. D'accord, merci beaucoup. Je pense que nous sommes au terme de cette émission. Madame, Monsieur, voici les enseignements qu'on pouvait tirer donc, du coup d'État du général Gilbert Diendéré le 16 septembre dernier. Je recevais pour vous, pour cette émission spéciale, le professeur Luc-Marie Sibriga, qui est contrôleur général d'État, Siaka Koulibaly, analyste politique,